Notre observateur Igor Yazan a consacré aujourd'hui son article au-dessous du coup d'état militaire au Burundi. Nous terminerons cette émission par l'aperçu des événements, l'Afrique, les échos de la semaine. Ces 2 derniers mois, les bouleversements au Burundi sont au centre de l'attention de nombreux médias mondiaux. Ces événements ont à l'origine l'intention de Pierre Nkurunziza, président de ce petit État situé dans la région des Grands Lacs au centre de l'Afrique, de briguer un 3e mandat de 5 ans, ce qui était contraire à la constitution du pays, et l'accord de paix qu'il a lui-même signé à Arusha en 2003. Il convient de rappeler que les accords d'Arusha ont arrêté de fait la guerre civile qui avait éclaté au Burundi entre les Hutus, qui constituent 85% de la population burundaise, et les Tutsis, 14% de la population. Cette guerre civile renfermait la menace de répétition du génocide de 1994 au Rwanda voisin, où la composition ethnique était à peu près la même. Au Rwanda, au moins 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, ont été tuées. Plus de 2 millions de Rwandais se sont réfugiés dans des pays voisins. La décision anticonstitutionnelle de Pierre Nkurunziza a provoqué des émeutes dans la capitale Bujumbura et des affrontements entre l'armée et la police loyale au candidat. L'ancien chef du renseignement, le général Godefroy Niyombare, a profité du départ de Pierre Nkurunziza pour le sommet régional en Tanzanie et a annoncé la destitution du président pour cause de violation de la Constitution et la formation d'un gouvernement de transition. Le 15 mai, le président Nkurunziza est rentré à Bujumbura. Dans son discours diffusé sur la radio nationale, il a proposé aux putschistes de se rendre, ce qui a été fait. Une tentative de coup d'État au Burundi n'est pas un événement rare pour l'Afrique. Le géopolitique belge et administrateur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, Luc Michel, signale à ce propos que très souvent les scénarios du changement du pouvoir dans les pays africains sont actuellement composés au-delà du continent. Son opinion est peut-être discutable. Néanmoins, l'effet qu'il a exposé par téléphone depuis Bruxelles à l'intention de notre observateur Igor Yazan devrait donner à réfléchir aux politiques africaines actuelles. En fait, le Burundi, c'est un pays qui est au centre d'une opération de déstabilisation. Le prétexte a été les erreurs du président, c'est-à-dire vouloir se représenter à un 3e mandat comme président lors des élections du mois de juin. Le grand problème, c'est qu'en voulant se représenter à un 3e mandat, le président violait les accords d'Arusha qu'il avait signés. Les accords d'Arusha, c'est les accords de pacification du pays après une guerre civile entre les 2 grandes populations du pays, Hutu et Tutsi, et donc les accords d'Arusha lui accordaient 2 mandats. Cela a permis une grande opération de déstabilisation, je reviendrai dessus, des Occidentaux. Il faut préciser que quand on lit les journaux sur le Burundi, il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que la presse française et américaine écrit uniquement à charge du président dans le but visible de déstabiliser le pays. Les Anglais n'ont pas d'intérêt au Burundi. Un ancien chef des services secrets, un général qui avait été limogé, a fait un coup d'État pendant que le président se trouvait en Tanzanie pour un sommet précisément sur les problèmes de la région, dont la situation dans son pays. Si vous suivez la presse francophone, notamment la presse belge, le coup d'État a réussi. Si vous lisez BBC Africa, eux disent que la situation n'est pas tranchée, que l'armée est cassée au moins en 2 blocs, qu'il y a des négociations entre militaires. Il faut comprendre quelque chose, c'est que tout ça, évidemment, a son origine il y a longtemps. En août 2014, Obama convoque les présidents africains à Washington pour un sommet qui s'appelle USA African Leaders, et c'est un piège pour les chefs d'État africains. Obama annonce qu'il veut démocratiser l'Afrique. On sait ce que ça veut dire après la Libye, la Centrafrique et d'autres pays, et il annonce une liste de 13 pays, presque tous francophones, dont les présidents doivent partir. Dans ces pays, il y a le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Burundi, Centrafrique et la République démocratique du Congo. Ce moment-là, tout est mis en place pour des révolutions de couleur sur le modèle de ce qui s'est passé donc en Europe orientale, dans les ex-républiques soviétiques, et tout est mis en place pour des changements de régime. Au même moment où se tient ce fameux sommet USA African Leader, il y a la NED,
National Endowment for Democracy, c'est un organisme d'État américain financé sur le budget de l'État américain et qui est chargé de financer et d'organiser les révolutions de couleur depuis 30 ans dans le monde. Et là, une filiale qu'on appelle la NDI, National Democratic Institute, et qui, elle, est chargée de prendre en main les élections dans un sens favorable aux Américains. Ces organismes se mettent en route et là, on prend en main des milliers d'activistes, de journalistes, de syndicalistes, d'hommes politiques africains. Le résultat de tout ça, c'est que la déstabilisation se met en route dans un nombre très important de pays africains. Il y a déjà un régime qui a été renversé, c'est le régime de Compaoré au Burkina. On sait que, notamment, un mouvement de jeunes qui s'appelle le Ballet citoyen, c'est le Haut-Port africain du Burkina. D'autres groupes sont mis en route en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Sénégal, au Burundi. Il y a des activistes qui viennent des autres pays organiser le désordre. En République démocratique du Congo, l'ambassadeur des États-Unis reconnaît qu'il finance les groupes congolais opposés à Kabila. Arrive donc dans le cadre de tout cela la déstabilisation du Burundi, les erreurs du président, c'est-à-dire sa volonté de manipuler l'opinion publique, la Constitution et de renier sa signature sur les accords d'Arusha, c'est ce qui a permis aux Américains de déstabiliser le pays. Les émeutes, les manifestations se succèdent et donc on en arrive à la situation d'hier, c'est-à-dire un coup d'État avec un homme des services secrets. Il faut savoir que le Burundi, comme toutes les armées africaines, a de très nombreux contacts avec l'Africom qui organise en Afrique notamment des réunions d'officiers, des réunions de sous-officiers, des manœuvres en commun, ce qui est l'occasion d'américaniser une grande partie des officiers africains. Il s'est tenu à Dakar au Sénégal au début du mois de mars une grande réunion de généraux africains de 43 pays africains. Tout ça fait que au nom de la démocratie, de la bonne gouvernance, etc., on plonge des pays dans l'anarchie. On n'a jamais autant parlé de démocratie, on n'a jamais vu autant de coups d'État, de tentatives de coups d'État, de déstabilisation, d'émeutes. Ce n'est pas évidemment ça, ni la démocratie, ni même le parlementarisme à l'occidental. Le résultat, c'est que des pays entiers sont déstabilisés, plongés dans l'anarchie et le chaos, et le but, c'est de faire surgir des gouvernements pro-américains. Ce qui se passe au Burundi, c'est le scénario qui s'est passé au Burkina Faso. Il faut savoir que derrière ce qu'on a appelé la révolution du Burkina, il y a en réalité la mise au pouvoir d'un homme fort, c'est le lieutenant-colonel Kida. Le lieutenant-colonel Kida a été formé aux États-Unis dans ce qu'on appelle l'école des Amériques, c'est-à-dire le centre de formation de la CIA, où on prend en main donc les officiers du renseignement, avant des pays latino-américains et aujourd'hui africains. Ce qui se passe maintenant au Burundi, il faut regarder à travers l'écran de fumée des médias. On a créé une situation qui est volontairement opaque, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe et on a ressorti les vieilles peurs. Qu'est-ce que c'est les vieilles peurs? Celles des massacres ethniques, tels qui se sont déroulés au Rwanda ou au Burundi, entre les ethnies Hutu et Tutsi. Il y a peu de risques au Burundi, tout simplement parce que ce qui avait permis les massacres, c'était que l'armée était en grande majorité aux mains des Tutsis qui avaient été privilégiés par le colonialisme belge. La Belgique, lorsque l'Allemagne perd le contrôle de ses colonies au traité de Versailles, reçoit un mandat d'administration sur le Rwanda et le Burundi, et c'est l'origine de tous les malheurs de ces pays. Les Belges appliquent un schéma colonial de division sur une base ethnique que les Allemands avaient déjà favorisée, et ils favorisent donc la population qui est censée être évoluée, qui sont les Tutsis, contre les Hutus, qui eux sont des Bantous, et qui sont censés ne pas être évolués. En Burundi, à peu près les 15% de population, c'est les Tutsis. D'autres, 85, c'est Hutus. La même proportion, ou pas plus que la même proportion, était Rwanda.
Le problème n'est pas la proportion, Igor. Le problème, c'est que avant la colonisation, ces populations vivaient sans problème. Et les Tutsis étant des passeurs nomades à l'origine, et les Hutus étant une population sédentarisée. Ce sont les Belges qui vont dresser une population contre l'autre, notamment en se servant des Tutsis dans les deux pays, pour administrer le pays. C'est ce qu'on appelait la politique en Belgique des chefs coutumiers. Lorsqu'arrive la décolonisation, à nouveau, la Belgique, mais aussi la France, va jouer là-dessus, et de façon à maintenir des régimes favorables aux Occidentaux. Tout ça éclate suite au grand attentat contre Abadirama, le président du Rwanda, et il y a donc une guerre civile au Rwanda qui débouche sur un génocide, et il y a une guerre ethnique qui débouche sur des massacres de masse au Burundi. Les accords d'Arusha mettent un terme au Burundi, et à partir de ce moment-là, il ne faut plus comparer la situation du Rwanda et du Burundi. Le Rwanda passe dans la zone d'influence américaine. Kagame, jusqu'il y a quelques mois, c'est un homme des Américains. C'est le pays sur lequel, géopolitiquement, les États-Unis s'appuient pour contrôler la région des Grands Lacs. Il y a un intérêt particulier. Obama a un ambassadeur spécial dans la région des Grands Lacs, qui est une espèce de proconsul. Le Rwanda, c'est un pays qui est en train d'être anglicisé depuis une génération, sur la volonté des Américains. Kagame étant un anglophone, il a été notamment le chef des services secrets ougandais dans la première partie de sa vie comme réfugié politique. Le Burundi, lui, continue à être dans l'influence de Paris. Donc Paris appuie la politique américaine de déstabilisation du gouvernement du Burundi. Mais les risques de massacres, etc., c'est quelque chose qui est mis en avant pour justifier une intervention occidentale. L'armée qui n'est plus aux mains des Tutsis, c'est une armée qui était constituée avec des officiers des deux ethnies et en intégrant les forces de la rébellion, l'ancienne rébellion, Hutu. Mais ce qui est réel, c'est que les Occidentaux veulent intervenir dans le cadre de l'ONU. Il y a un peu moins de 2 semaines, Paris, parlant comme une marionnette pour le compte des Américains, a déposé un projet d'intervention où les Nations Unies devaient avoir le pouvoir de s'ingérer dans le processus électoral et de décider de la constitution du Burundi et de son interprétation. La Russie et la Chine, soutenues par les BRICS, sont immédiatement intervenues et ont mis un veto sur la résolution occidentale présentée par Paris. Le ministre Lavrov a été très clair. Il a dit qu'il n'appartenait pas aux Nations Unies ou aux Occidentaux de discuter de la constitution du Burundi ou de sa vie politique, et que la solution appartenait au peuple du Burundi et à ses institutions. Il y a maintenant le coup d'État servant à cela, une deuxième tentative, il y a une réunion qui est prévue demain normalement du Conseil de sécurité, et le but évidemment c'est non seulement de s'ingérer dans la Constitution, mais d'envoyer une force d'interposition, c'est-à-dire de consacrer l'éviction du président et un pouvoir de transition qui vise à transformer un pays et à changer non seulement son régime politique, mais à l'intégrer dans la globalisation libérale. Voilà donc ce qui se passe au Burundi. La situation n'est absolument pas claire. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que Obama a donc désigné 13 pays. L'un de ces pays, c'est le Burkina, a déjà un changement de régime. La transition, on y revient, étant prise en main par des forces pro-américaines. Le second pays où on tente le coup directement, c'est le Burundi. Il y a aussi des révolutions de couleur rampante au Gabon, en République démocratique du Congo. Il y a maintenant des tentatives de déstabilisation contre le Cameroun, contre la Guinée équatoriale où on cible
les élections générales de 2016. Vous savez que j'ai rencontré le président de Guinée équatoriale. Il y a maintenant une nouvelle tentative de déstabilisation qui est en train d'être lancée contre le président du Tchad, Idriss Déby Itno, où on le présente comme l'un des 10 plus grands dictateurs de tous les temps. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qu'on disait de Kadhafi, de Saddam Hussein ou des Assad. Tous ces pays sont victimes aussi d'une déstabilisation par les ONG occidentales, dont le rôle est important, et sont victimes d'une déstabilisation en partie par les djihadistes du style Boko Haram. Voilà donc le schéma des révolutions de couleur Made in USA en Afrique. Le Burundi, c'est un des maillons de la chaîne. Il faut dire, le mot de la conclusion, Igor, c'est que les Américains rejouent toujours, évidemment, les scénarios gagnants du passé, et donc ils essayent d'appliquer la fameuse théorie des dominos. Ils pensent que si un certain nombre de pays changent de régime, les autres vont suivre, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ils se sont attaqués en premier, non pas aux régimes forts que sont le Tchad ou le Cameroun ou la Guinée équatoriale, mais ils se sont attaqués à des régimes faibles, le Burkina Faso de Compaoré, le Burundi aujourd'hui, la République du Congo de Kabila où l'État s'est effondré. On est dans une grande opération de recolonisation de l'Afrique. À cela, Paris participe stupidement puisque l'un des buts des Américains, et c'est pour ça qu'ils ont ciblé ce qu'on appelait la France-Afrique ou le précaré français, c'est de diminuer le pouvoir et l'influence de Paris en Afrique, notamment en permettant les ambitions africaines de l'Allemagne de Mme Merkel. Quand les Américains s'attaquent à un pays, ils ont immédiatement plusieurs scénarios prêts. Le scénario actuel qu'ils sont en train de jouer, c'est le scénario du Burkina Faso, c'est-à-dire un régime de transition avec un homme fort issu de l'armée et évidemment pro-américain. Ça, c'est ce qui se passe au Burundi en ce moment. On a vu en Centrafrique ce qui s'était passé. Lorsque ça n'a pas marché, eh bien, on a plongé la Centrafrique dans la guerre civile en réactivant, non pas ethnique là-bas, mais religieuse, entre chrétiens et musulmans. Il est bien certain que si le Burundi ne s'aligne pas immédiatement sur les plans des Occidentaux, ils vont réactiver évidemment le conflit ethnique. Il y a deux choses qui vont jouer dans tout cela contre les Américains. C'est le fait que les Russes et les Chinois ont pris la mesure de la menace américaine en Afrique, comme on l'a vu lors de la précédente réunion du Conseil de sécurité sur le Burundi. Ils s'opposent donc maintenant directement au plan américain, et donc la Russie s'oppose. Elle va évidemment s'opposer aux projets occidentaux au Conseil de sécurité. Le problème évidemment, c'est que les erreurs des chefs d'État africains, il y a des chefs d'État africains qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir, c'est ça qui a favorisé les plans occidentaux, des chefs d'État africains autistes qui refusent de voir la colère du pays, et il répond au fait que la mise hors jeu politique de l'opposition, c'est ça aussi qui favorise les plans occidentaux, comme on le voit aujourd'hui au Burundi. Vous avez entendu à notre micro le géopolitique belge, administrateur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, Luc Michel. Et maintenant, voici notre bref tour d'horizon, l'Afrique, les échos de la semaine.